Bonjour, je suis Samuel Chapelle, directeur et fondateur du festival Lacemo. Bienvenue dans ce podcast Lacemo 20 ans d'histoire, 20 ans d'émotion, dont on vous raconte les coulisses et l'histoire de Lacemo. Ravi de te retrouver, Samuel. Moi aussi, dans l'épisode précédent, on a parlé un petit peu des prémices de Lacemo, de ce qui s'est passé avant le projet, en voyant combien ce projet Woodscoot, étape par étape, a grandi. Jusqu'à 3000 personnes dans sa dernière édition, avec une équipe donc qui était extérieure, une équipe d'organisation spécifique sur ce projet. Et puis à un moment, on s'est dit, c'est quand même pas mal de travail finalement de créer ce projet. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'un petit peu rentabiliser ces infrastructures tant qu'on est là, tant qu'il y a une scène, tant qu'il y a une logistique, tant qu'il y a des gens qui sont présents pour monter toutes les infrastructures. On est sur un format de 3 jours presque. On était déjà sur un format de 2-3 jours avec les nuits et la possibilité pour les gens de rester sur place. On s'est dit, est-ce qu'on ne rajouterait pas 1, 2, 3 jours ouverts au grand public, puisque Woodscoot était vraiment réservé aux scouts, aux guides en camp, donc pendant leur camp. Et on s'est réunis, quelques-uns, on était l'équipe à la base qui organisait Woodscoot, on a fait des petits brainstorming, on a réfléchi à des idées, à un nom, on était dans le salon de mes parents à cette époque-là, et puis on a eu cette idée de... À la Steve Jobs, voilà. Pas le garage dans le salon. C'était pas le garage. Et on a eu l'idée de créer ce nom, de trouver ce nom qui était Lacemo. Et on a aussi eu envie dès le départ, et j'y reviendrai, mais de travailler sur des valeurs, sur un événement avec une âme spécifique, sur base de certains constats qu'on avait faits. Pourquoi le nom Lacemo ? On a choisi le nom Lacemo d'abord parce qu'on voulait pas choisir un nom en français, on voulait pas choisir un nom en anglais non plus parce que c'était trop langue dominante. C'est vrai que les scouts, c'est national, on le rappelle. C'est national, tout à fait. Et on avait envie d'être ouvert et on a donc choisi d'abord une langue. Et on s'est dit, on veut choisir une langue qui est une langue de l'espoir, une langue qui a pour objectif de faire sauter les barrières, qui est l'espéranto. C'était un signal aussi de choisir cette langue qui, comme son nom l'indique, est la langue d'une forme d'espoir, mais aussi qui est une langue qui a vraiment pour mission de rassembler, puisque c'est une langue qui a été créée artificiellement, avec pour but d'être facilement parlée par plein de gens et de ne pas ressembler à des langues existantes. Et ça matche bien avec la Belgique, parce que je rappelle que la Belgique, son slogan, c'est « l'union fait la force ». Ça marche bien avec la Belgique et ça marche bien avec la volonté de Lacemo de réunir simplement, et le de faire tomber les barrières, avec cette utopie aussi, qui était celle de l'espéranto, qui malheureusement n'a pas fonctionné, mais qui a en tout cas un message d'espoir qu'on trouvait assez fort. Et le mot Lacemo qu'on a choisi, ça veut dire la graine en espéranto. Et pourquoi la graine ? Parce que c'est cette volonté de semer quelque chose, et à la fois de le semer en tant que projet, mais aussi de semer des idées, des moments d'espoir, des moments de réjouissance dans la tête et dans le cœur du public. Ça, c'était vraiment notre volonté dès le départ. Est-ce que le Woodscoot, il y avait déjà cette notion de valeur très forte où elle s'est accentuée à cette étape ? Ça existait dès le départ parce que le scoutisme, c'est un mouvement d'éducation autour de valeurs assez fortes. Ouais. Et on a voulu prolonger ça à la fois en termes de pédagogie, en disant qu'on a envie non pas de faire passer des messages par la moralisation, par culpabilité, mais vraiment par l'exemple, par l'action. Et ça, c'est très proche de la pédagogie scout. Et en gros, nous, on avait fait le constat d'un côté que le développement durable était souvent lié à de la privation, lié à de l'austérité. Des contraintes. Et on voulait rendre ça un petit peu plus positif. Et d'un autre côté, que les festivals, les lieux de fête étaient des lieux de gaspillage, simplement. C'est des grands oubliés de l'époque. Moi, je me rappelle, quand on allait des festivals, on marchait par terre, ça faisait clonk, clonk, clonk sur les gobelets en plastique. Exactement. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que moi, j'avais jamais été dans un festival avant. C'est vrai ? Oui, mais j'avais envie, et on avait envie ensemble de réinventer un petit peu ces festivals. Sur cette base de ce que je t'ai dit, on avait envie de créer un lien entre festival et fête, et moments positifs, pour casser un petit peu cette image négative qu'avait et qu'a toujours malheureusement le développement durable. Et puis on avait aussi envie de montrer simplement qu'on pouvait s'amuser autrement, qu'il y avait d'autres manières de faire la fête de manière plus respectueuse des gens qui nous entourent, mais aussi des lieux qui nous accueillent, de l'environnement, etc. Donc on a le nom, son origine, on a les valeurs qui sont déjà bien instaurées, on a une éthique bien cadrée et une volonté d'aller dans un sens bien précis qui est d'unir, de rassembler, toujours une scène avec des artistes, un podium, des émotions. Avant ça, on a eu quelques aventures puisqu'on s'est dit on a envie de trouver un lieu forcément. On ne pouvait plus faire ça sur le même lieu que les scouts. Si, c'était l'idée, c'était la possibilité, mais on devait demander d'autres types d'autorisation puisque le festival était ouvert au public. Et donc, il y avait un peu besoin d'éléments de sécurité en plus, de mobilité, enfin toute une série d'autres éléments qu'on n'avait pas. Et donc, on a eu d'abord quelques contacts un peu informels avec la commune qui accueillait Woodscoot à ce moment-là,
qui avait l'air assez enthousiaste à l'idée de le faire. Donc nous, on a commencé à faire de belles plaquettes pour les partenaires avec notre beau logo, la CEMO. Premier investissement alors? Premier investissement, on imprime des plaquettes qu'on va présenter un petit peu partout auprès des partenaires avec la CEMO et le nom de la ville qui nous accueille. Alors Samuel, là on passe dans un cap qui est devenu professionnel. Personne n'était encore payé pendant plusieurs années, c'était encore tous des bénévoles passionnés. Moi j'étais aux études. On le rappelle, oui, c'est vrai. J'avais 22-23 ans, je pense que j'étais le plus vieux de la bande. On était encore très très jeunes et on décide d'aller rencontrer la ville pour mettre en place les modalités pratiques de l'événement. Et en allant rencontrer la ville, on a une surprise. Lors de cette rencontre, ils nous disent non, finalement, on va pas pouvoir vous accueillir, c'est trop dangereux. Sur base de quoi c'était trop dangereux? En fait, ce qu'on ignorait, c'est qu'un ou 2 ans avant, il y a un festival qui s'était organisé dans cette ville et qui s'était très mal passé, à la fois avec des problèmes de sécurité, à la fois avec des problèmes financiers. Donc psychologiquement, le fait de passer au grand public, ça devenait pour eux une métaphore à ce qui s'était passé mal avant. C'est ça, et ils ont pris peur, je pense simplement. C'est vrai que c'est quand même aussi un engagement pour une ville, c'est quand même assez lourd d'accueillir un événement comme ça, et alors qu'on avait eu des signaux qui nous semblait très positif, on a eu ce coup de massue-là. Donc on s'est retrouvé avec Ben, la personne qui était là avec moi, à la sortie de cette réunion en se disant « mais qu'est-ce qu'on fait ?» L'enthousiasme se dégonfle. Même pas. On a vu ça un peu comme un challenge. On était dans les Ardennes, puisque c'était là qu'on faisait le camp, et c'est les régions dans lesquelles il y a beaucoup de camps, pour Woodscoot notamment. La Roche en Ardennes et cette région. Voilà, c'est ça. Et on se dit « mais qu'est-ce qu'on fait ?» Il n'y avait pas encore de GPS, etc. à cette époque-là. Donc on a été dans une petite librairie du coin, on a été acheter une carte de la région, une carte routière, en sortant de l'hôtel de ville. Et on s'est dit où est-ce qu'on peut aller. Et on a regardé la carte et on a regardé quelles étaient les villes du coin où on pouvait aller simplement tenter crânement notre chance. C'est comme dans un bon film américain, là, tout ce que tu nous racontes. On a le Woodscoot, on a la carte, tu vois, quand les héros se perdent, il faut retrouver la bonne route. C'est vrai qu'on était un peu avec cette carte sur le capot, comme dans un film, à se dire où est-ce qu'on va, et de manière un peu... Je sais pas si c'était désespéré, mais en tout cas, on n'avait pas envie de lâcher le morceau. Et là, je vois notamment que tout près d'où on était, il y avait un village qui s'appelait Othon. Qui n'est pas inconnu pour toi. Qui n'était pas inconnu pour moi parce que j'ai une partie de ma famille qui vient de là-bas, qui avait aussi une maison de vacances dans le coin. Donc j'allais souvent là-bas en vacances. C'est un endroit que je connaissais, que je trouvais assez sympa, une ville touristique avec une chouette âme, avec l'Ourthe qui passe au milieu, avec... Oui, il y a quelque chose qui se dégage de très authentique et de très vacances, quoi, pour une partie du public en tout cas. Donc on s'est dit, allons voir. En improvisation totale. En improvisation totale, on prend la bagnole et on roule un peu, on arrive là, on va frapper à la maison communale et on... Sans rendez-vous. Sans rendez-vous, oui, en connaissant personne. Et on dit, voilà, on a un projet dont on aimerait bien vous parler. La personne qui nous reçoit dit, attendez, je vais appeler l'échevin. Directement ? Directement, elle a appelé l'échevin de la jeunesse et de la culture. Est-ce que cette dame sait à ce jour qu'est-ce qu'elle a provoqué ? C'est une bonne question. On va essayer de la recontacter. Et du coup, l'échevin a dit, j'arrive dans, je sais plus, une demi-heure, 1 heure. Vous l'attendez. Boire un verre, on l'attend. Il arrive, c'était un gars assez jeune, assez dynamique, qui en voulait aussi pour son village. On lui présente le projet, tout de suite, il nous dit OK. Waouh. On avait en tête de lui demander de nous aider à trouver des agriculteurs qui allaient pouvoir nous proposer des prairies en périphérie. Du financement aussi ? C'est une zone assez agricole. On n'avait pas demandé de financement à ce moment-là, un petit soutien logistique, bien sûr. Et là, il nous dit non, on n'allait pas dans des prairies à l'écart. La ville a un terrain en plein milieu du village, qui est une île au milieu de l'Ourthe, qui s'appelle l'île de l'Honneur. Connue. Elle dit, venez sur cette île, ça va être super, comme ça vous serez vraiment bien mis en valeur au milieu du village. Mais quel cadeau! Incroyable, on s'y attendait pas du tout. Enfin, je connaissais ce lieu, mais j'avais même pas pensé qu'on pourrait faire ça là. Et du coup, il nous accueille, et de fil en aiguille, le projet se lance et se développe dans ce charmant village, avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, on a voulu lancer en 2008, c'était au moment de 2008, à la fois Woodscoot et la CEMO sur le même lieu. Donc pour la première fois, Woodscoot déménage aussi. Voilà, Woodscoot déménage aussi, puisque le but était de mutualiser les ressources, la logistique. Alors, dans les faits, il n'y a rien qui a été mutualisé parce que l'échelle de grandeur a été dès le départ totalement différente entre la CEMO et Woodscoot, mais on a quand même utilisé le même lieu. Donc, on était dans ce beau cadre au même endroit. Et donc, pour la première fois, Woodscoot était dans un autre lieu que le camp. Et pour la première fois, la CEMO allait se lancer et se préparer sa première édition en 2008 avec une équipe avec une moyenne d'âge de 20 ans qui n'avait jamais fait ça, qui n'avait aucune connaissance là-dedans et qui se lançait dans ce pari complètement fou de lancer un festival dans un nouveau lieu, un nouveau projet, avec en plus une ambition en termes de durabilité. Alors là, je me dis, wow, il y a un bond supplémentaire à nouveau, encore un step au-dessus, parce qu'ici, maintenant, on va parler de professionnaliser une structure, une organisation d'un événement public.
Est-ce que déjà, il y a une prise de conscience de cet aspect-là chez vous? En tout cas, on se rend compte petit à petit que les enjeux vont être très différents. Pour faire venir des gens à Oudscoot, il faut juste convaincre leur staff que ça arrange parce que c'est facile, il n'y a pas vraiment d'enjeux financiers, on leur demande quelques zéros. C'est une communauté, effectivement. C'est un projet qui est très facile à vendre, entre guillemets, très facile à proposer, qui fédère très facilement. Il n'y a rien d'autre qui existe comme tel pour les scouts en camp. Et dès qu'on convainc une personne, elle vient avec un groupe de 50. Donc on a une personne à convaincre pour avoir 50 personnes. Un bon effet de contagion. Voilà. Et avec des coûts qui sont très bas, avec pas d'enjeu de sécurité. Personne ne nous demande mais qui va être à l'affiche, quels vont être les artistes. C'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'était juste le projet, quoi. Passer un bon moment. Passer un bon moment, se rencontrer, etc. Et ici, on passe dans toute autre chose. Oui, parce qu'il y avait la force de l'émotion dans ces bons moments, mais le but, c'est quand même de garder cette force émotionnelle dans le moment public aussi. Il y a à la fois, dans le cadre de la CEMO, dès le départ, c'est en jeu avec des valeurs, avec des émotions, mais on est inconnu. Personne ne sait ce que la CEMO veut dire, personne ne sait qui nous sommes, et les seules références qu'on a, c'est un événement de niche pour scouts, qui sont aussi nos seules qualifications professionnelles, et nos seules références pour le grand public. Il faut quand même convaincre des gens de dire « venez passer votre week-end chez nous, déboursez de l'argent, choisissez de venir passer du temps sur notre festival. » Et tout va bien se passer. Et tout va bien se passer, la sécurité va fonctionner, la logistique va tourner, la programmation sera super. Sauf que derrière, c'est des petits jeunes. Sauf qu'on est des petits jeunes qui n'avons jamais fait ça, Waouh. Qui n'avons aucune connaissance ni des enjeux, de tout ce qui se passe derrière l'organisation d'un événement comme ça. Et est-ce qu'on est crédible quand on va aller louer du matériel, quand on a cet âge, qu'on n'a pas d'expérience, pas un bon CV favorable pour? Comme tu l'imagines, ça n'a pas été l'élément le plus facile d'être crédible quand on a 20 ans, et je pense qu'il y a eu toute une série d'obstacles assez importants que je vous raconterai avec plaisir dans le prochain épisode. Parfait, Samuel. Là, tu me donnes vraiment envie d'avoir le 3e épisode rapidement. Et puis, on va entendre quelques capsules de témoignages de la CEMO à l'heure actuelle. Comment ça se passe et ces fameuses émotions qui sont partagées par le public qui vous fréquente. Et on invite les auditeurs et auditrices à s'abonner, bien entendu. Un petit mot de la fin? Oui, je suis impatient de vous raconter la suite. Merci pour votre temps, pour votre écoute. Merci de nourrir cette communauté autour de la CEMO. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager ce podcast pour écouter vivre ensemble nos 20 ans d'histoire autour de la CEMO. Et puis merci à The Podcast Factory.org pour son soutien dans la réalisation de ce podcast. À très bientôt. Au revoir.